Bienvenue dans Gestion de carrière, face B. Pour découvrir en détail qui sont les personnes que j'interroge, je vous invite à écouter l'épisode 1. Il vous donnera une vision d'ensemble de leur parcours et des différentes casquettes qu'elles portent. Dans cet épisode, nous allons parler de gestion administrative et d'emploi du temps. Pour lancer la discussion, j'ai posé une question à laquelle mes 3 invités ont tous et toutes répondu la même chose. As-tu quelqu'un pour gérer ton administratif ? Je me doutais de la réponse, mais je vous laisse l'entendre par vous-même. Non, je suis tout seul. Je suis tout seul, bien tout seul, je suis un peu dans un désert. Ouais, c'est pas... Ouais, c'est ça, c'est assez dur. C'est moi qui gère tout. Ouais, t'as pas de manageuse, pas de manager. Je travaille avec personne. Non. J'ai un conjoint qui, lui, aimerait beaucoup gérer mon emploi du temps. Non, et qui m'aide pas, qui m'aide beaucoup. Il manage, lui, il est manager, mais dans le médical. Et très vite, un sujet s'est présenté comme priorité dans l'administratif, le booking. Gérer un projet, c'est beaucoup de choses. Le premier truc auquel on pense, c'est évidemment tout ce qui est le booking, la programmation. Voilà, qui prend du temps. Ouais. Après, je pense qu'au fil des années, on apprend aussi peut-être un peu mieux à se connaître par rapport à ça. C'est quand même un truc où j'ai aussi appris au fil des années. On apprend quand même un peu plus à, par exemple, que ça sert à rien d'écrire à toutes les salles, ou en tout cas, ça dépend des moments. Disons que c'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé ce projet, j'avais un peu tendance j'ouvre un répertoire de salles de concert et puis j'envoie le même mail à toutes les salles en croisant les doigts pour avoir des réponses. Je dirais que la plupart du temps, on n'a pas de réponse. De temps en temps, on a des réponses négatives et assez rarement, on a des réponses positives. Surtout que voilà, le projet que je gère, c'est un sextet. Donc ça fait 6 personnes. Toutes les salles peuvent pas accueillir un projet de cette taille-là. Ouais. Ne serait-ce qu'en termes de taille de la salle et de logistique et de matériel sur place. Et puis en fait, les salles qui rémunèrent les artistes, que ce soit correctement ou pas correctement, quand on est 6, ça fait un peu peur. Après, au fil des années, j'ai un peu appris à démarcher différemment, voilà, aussi à cibler peut-être davantage des salles en fonction de la musique que je propose, et puis à m'organiser aussi pour le booking, c'est-à-dire à faire vraiment des vraies sessions où je ne fais que ça, et où je programme des mails, parce que ça c'est aussi un truc que j'ai appris au fil du temps, c'est qu'envoyer un mail le dimanche à 15h30, ça ne sert à rien, parce que envoyer le dimanche à 15h30, il va être le 450e de la file le lundi matin, quand la personne regardera ses mails. On a aussi évoqué la frustration liée au booking. D'un côté, les échanges parfois compliqués avec les programmatrices, et de l'autre, l'attente, surtout quand il n'y a pas de réponse. Mais t'es dans l'attente des réponses des programmateurs. Ouais. Ils ont pas du tout tous la même temporalité. Il y en a qui programment 1 an et demi à l'avance, d'autres 3 mois. Ouais. Donc t'es là, je sais pas, t'es à 6 mois ou 4 mois de ta sortie d'album présumée. Ouais. Tu t'espères sortir ton album, puis en fait t'as 3 dates, quoi. Ouais. Parce qu'il y en a plein qui sont encore en attente. Il y en a qui m'ont dit, j'adore ce que tu fais, reviens vers moi dans 2 mois, machin, c'est trop tôt. Puis après, souvent, tu reviens vers eux dans 2 mois, puis en fait, mais c'est fini, j'ai programmé en fait déjà. Un autre point essentiel qui est ressorti, c'est l'importance du carnet d'adresses et à quel point le networking peut être précieux. Mais très souvent, les contacts qu'on a individuellement, chacune, c'est ça qui est le plus riche. Oui. C'est ça qui permet de rentrer tout de suite en contact avec les gens. Donc évidemment, les premiers contacts, des fois, ils vont être faits par moi ou enfin, ça dépend des lieux. Donc voilà, vous l'aurez compris, le carnet d'adresses est très important. Mais pour pouvoir construire son carnet d'adresses, il faut montrer qu'on existe. Ça, c'est un conseil que je peux partager, mais en fait, il faut vraiment montrer sa tête un maximum dans les apéros pro, aux Swiss Jazz Days, à ce genre de rendez-vous, essayer de rencontrer au maximum les programmatrices. Je pense aussi à un truc par rapport au booking, jouer dans le projet des gens, dans certaines salles, ça va vous ramener aussi des concerts. Je pense que tout ça, c'est un cercle vertueux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas investir 300% de son temps uniquement dans son propre projet. Ouais. Il faut vraiment aussi passer du temps à défendre le projet des autres dans lesquels vous jouez. Tout ça, c'est un cercle vertueux et en allant jouer dans des salles avec d'autres projets, forcément, vous allez rencontrer aussi des programmatrices. Ils vous connaîtront, ils vous auront déjà entendu jouer et ce sera beaucoup plus facile d'être programmé. On associe souvent le booking à un truc 100% administratif, mais c'est aussi beaucoup un truc humain et de relations sociales qu'il faut entretenir. Et oui, derrière les salles que l'on contacte, il y a bien des humains et des humaines, notamment des programmateurs et des programmatrices. Mais comment est-ce qu'on aborde ces personnes ? Ça, c'est compliqué.
Il y a des gens qui sont très très forts ou très fortes pour ça. Moi, j'avoue que c'est pas mon fort. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que dans les apéros pro, la première chose que tout le monde fait, c'est d'aller boire un verre. C'est quand même un facilitateur social, j'imagine. Ouais. C'est pas toujours évident. En fait, la première chose que je vais essayer de faire dans les apéros pro, c'est déjà de me rapprocher des gens que je connais. Voilà. Par exemple, là, il y a eu l'apéro pro de QI Jazz Festival il y a quelques semaines. Les premières personnes à qui je suis allé parler, c'est Kate Espasandin, qui est donc programmatrice à Live in Vevey, à QI et à Jazz au Peuple. Et puis, je suis aussi allé parler à Karine Zuber, que je connais du Moods à Zurich. Voilà, j'essaie déjà de me rapprocher des gens que je connais, déjà pour me détendre un petit peu. Ouais. Et aussi parce que, mine de rien, c'est des gens qui vont plus facilement, eux ou elles, me mettre en contact avec d'autres personnes. Voilà. C'est-à-dire que Karine, par exemple, a essayé de me mettre en contact avec des gens ce soir-là. Avec qui j'aurais pas forcément réussi à discuter. Donc ça, je pense que c'est important aussi de pas vouloir tout de suite aller parler à des gens parce qu'on vous a dit telle personne programme à tel festival à l'autre bout du monde. Mais j'ai quand même fait pas mal de séminaires, par exemple avec Sonart. Je me rappelle d'une conférence avec Karine Zuber. Donc voilà, là tu lui poses des questions à elle, comment c'est quoi qu'elle regarde dans les mails qu'on lui envoie, machin. Donc voilà, en fait, d'être au contact aussi de ces programmateurs quand ils sont dans cette situation de témoignage et de partage. Parce que quand tu les croises dans leur salle, c'est pas comme ça que tu les abordes de toute façon. Non, c'est sûr. Parfois, c'est vrai, leur manière de fonctionner peut laisser place à pas mal d'incompréhension. Je trouve que, tu vois, j'ai fait des apéros à QI, par exemple, apéros un peu networking, tu vois. Je trouve ça un peu moche. Je les vois, là, ils se retrouvent, ils sont trop contents, c'est un peu des potes, et puis il y avait des concerts, tu vois, genre des showcases, ils s'en foutent. Après, c'est très général, ce que je dis, c'est cette sensation que j'ai. Puis, ils ont tellement de responsabilités et de poids sur notre travail. Mais il faut aussi garder en tête que derrière, ce sont des personnes comme vous et moi. Et recevoir des centaines de projets au quotidien, ça peut aussi expliquer une certaine distance. Mais des fois, c'est le fait de pas parler de ton projet. C'est-à-dire d'aborder la personne plutôt sur le point de vue humain, quoi. Alors, malheureusement, dans nos métiers, c'est souvent boire un coup. Mais il y a peut-être d'autres. ça dépend, tu vois, de trouver un terrain commun qui permet de rentrer en conversation. Et en fait, c'est seulement une fois que tu es rentré en lien, que la personne s'intéresse à toi, que tu vas parler de ton projet. Et tu commences pas par parler de ton projet. Tu vas, je sais pas, j'adore vos baskets. Enfin, c'est nul, hein, mais je te donne pas du tout des tips. Mais voilà, trouver l'endroit où tu peux rentrer en lien avec la personne. Et très souvent, les trucs de réseautage et tout ça, c'est les événements de réseautage, là où tu rentres en lien avec les gens, c'est pas parce que tu parles de ton projet ou de ton festival, pas du tout. C'est parce que tu t'es marré, quoi, en fait. On est des bestioles, hein, on n'est pas autre chose. Donc, en fait, il faut que ça matche sur un autre plan. Puis après, du coup, si tu t'es marré, là, tu peux parler de toi. Parce qu'après, eux, ils sont submergés de « Ah, mais j'ai un projet, moi j'ai un projet. » Tout d'un coup, si tu les fais marrer avec un gag nul ou j'en sais rien, mais tu vois, ça, c'est un moment de détente où t'es pas sollicité une énième fois. Il me semblait aussi important d'aborder les aspects logistiques et en particulier la charge mentale que représente l'organisation d'un concert. Moi, je dirais que ce qui est le plus compliqué, la plus grosse charge administrative, je trouve, quand on organise des tournées, c'est cet aspect-là. Parce que une salle qui va vous recevoir, elle vous reçoit que vous, elle n'a qu'un interlocuteur ou une interlocutrice, c'est moi. Donc ça va pas déranger une salle de m'envoyer 15 mails. Pour me demander 15 trucs différents. Moi, le truc, c'est que du coup, quand je gère la tournée de l'autre côté et que je sais pas, j'ai 10, 15 concerts à gérer à ce niveau-là, là, ça peut devenir très lourd. Voilà. Un truc qui peut aider, c'est d'avoir, je trouve, en tout cas, moi qui m'aide, c'est d'avoir des fiches techniques les plus précises possibles. De laisser le moins d'opportunités à l'ingénieur du son de m'appeler pour me poser des questions, en fait. Voilà. Et pareil, dans le rider, backline, d'être la plus précise possible. Un point qui est revenu chez 2 de mes invités, c'est la question de la projection. Parce qu'on est obligé de se projeter, de voir loin, et parfois même de se lancer un peu dans le vide pour continuer à faire grandir nos projets. La projection, en fait, on est obligé... Ouais. On est un peu des chefs d'entreprise. Chaque groupe est une entreprise. Et tu dois prendre des décisions tout le temps. C'est ça. Ok, quelles photos tu fais, quand est-ce que tu fais des photos, quelles idées, qu'est-ce que tu choisis, pourquoi tu fais des photos, bon, ok. Tu fais des vidéos, pourquoi tu fais des vidéos, quel type de vidéo, bon, ok. C'est quoi le projet c'est comment tu fais avancer ton projet, en fait. T'es un comment on dit, chef d'entreprise, ça.
Oui, mais et en fait, il y a ce truc de tu dois faire des plans sur la comète constamment. Tu dois te dire, ok, il faut que je fasse ça, c'est ça qui va me faire avancer, c'est ça qui va faire avancer mon groupe. Ouais. Et tu projettes des trucs, mais qui sont dans le vent. Enfin, qui sont pas dans le vent, mais qui sont vraiment, qui prennent racine un peu nulle part. Et tu projettes, tu fais des plans, t'essayes de faire des plans, quoi. Tu te dis, tu demandes à tes musiciens, vous êtes dispo à tel moment, machin. Et puis après, tu mets une pierre après l'autre. Des fois, ta pyramide, elle s'écroule parce que ça fonctionne pas. Puis voilà, tu enregistres un album, t'es trop content, mais après, il faut essayer de le sortir. Alors, quand est-ce que tu le sors? Il faut des dates pour le sortir, sinon ça sert pas à grand chose de sortir un album si t'as pas de tournée. Toujours voir loin dans le temps. Voilà. Si on veut sortir un album, bah, c'est déjà, avant même d'avoir commencé à écrire la musique, en fait, ou savoir ce qu'on va faire, c'est déjà réfléchir à quand est-ce qu'on va le faire. Voilà. Donc essayer de prévoir un petit peu et caler tout le reste en fonction de ça. Je pense que chaque personne a des manières différentes de travailler. Moi, je sais que ça m'aide beaucoup de faire comme ça, en fait. De me dire, je sais que début 2026, voilà, a priori, on va sortir un 3e album, là, début 2026. Peut-être qu'on peut préciser que t'en as déjà sorti 2. Un EP en 2018, un premier album en 2021, voilà. Et un 2e album en 2024. Voilà. Et a priori, du coup, un 3e en début 2026. Voilà. Là, par exemple, c'est la grosse question que j'ai actuellement. Est-ce que ce sera plutôt janvier-février 2026 ou est-ce que ce sera plutôt septembre-octobre? Je suis un peu en train de réfléchir à ça, voilà. Même si personnellement, j'aimerais bien que ce soit début 2026. Mais voilà, pas précipiter les choses et voir si c'est intéressant de le faire à ce moment-là. Enfin, on verra bien. Mais du coup, j'ai plutôt tendance à travailler comme ça, fixer la date loin dans le futur et savoir que voilà, je vais avoir une release à Lausanne début 2026, donc à partir de là, il faut que je fasse le reste. Donc l'étape précédente, c'est enregistrer l'album. Donc on va trouver des dates de studio, on va les fixer, etc. Et l'étape suivante, bah, c'est ok, bah maintenant ça s'est fixé. Donc qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on écrit de la musique, on s'y met. Les personnes que j'ai interviewées sont soit co-leadereuses, soit leadereuses de leur groupe. Dans le cas de Chloé Marcini, elle est non seulement leaduse, mais aussi sidewoman. Voici quelques points intéressants autour de ce métier particulier. Oui, bah side c'est un vrai métier. Moi, j'adore faire les deux. Voilà. Je pense que j'arriverais pas à être que leaduse. Si j'étais que side, peut-être il me manquerait une part aussi de mon expression que j'aimerais mettre en avant, que je n'aurais pas forcément en tant que side. Ce qui est marrant, c'est que les gens qui travaillent avec moi dans mon projet sont aussi souvent side, bien évidemment, puisqu'ils le sont dans mon projet, mais sont aussi souvent leadereuses de projet. Et j'aime beaucoup travailler avec des sides qui sont aussi leadereuses de projet. Voilà. Parce que c'est des gens qui connaissent aussi ce que ça représente comme charge quand on est leadereuse. Et de la même manière, quand je suis side, j'essaie de faire hyper attention à la charge de travail que mon comportement ou ma manière de m'impliquer dans le projet, de ce que ça va répercuter en fait sur la charge mentale du leader ou de la leaduse. Donc il y a quand même un truc administratif pour moi qui est pas à négliger quand on est side, c'est que si on nous envoie un mail pour nous poser une question d'organisation, la réponse elle est pas facultative en fait. Je pense que quand on est side, on a un rapport différent, on va travailler pour quelqu'un, en gros. J'aime pas trop dire les choses comme ça, mais voilà, si on veut simplifier, on va travailler pour quelqu'un et on va être rémunéré par rapport à ce qu'on a fait. Le travail qu'on a à faire, c'est pas simplement de venir sur scène et de jouer. Le travail, il commence à partir du moment où on est avec la leadereuse dans le train pour aller faire le concert, par exemple. Là, le travail, il a déjà commencé. C'est pour moi, déjà à partir de ce moment-là, il faut laisser laisser de côté nos petits problèmes personnels. Et puis, il faut déjà être disponible pour la personne et déjà être dans une dynamique de qu'est-ce que je peux faire pour aider? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut alléger un peu ce que tu as à gérer? Quand on arrive sur le lieu, c'est pas aller s'enfermer en backstage et dire bonjour à personne. Voilà, c'est montrer sa tête, dire bonjour aux gens qui gèrent la salle. Ensuite, il y a un cas particulier, c'est dans le groupe de Louis Knobil, donc dans Knobil, qui est le groupe le plus actif, en tout cas dans lequel je suis side. Maintenant et depuis l'automne dernier, je suis chargé de production dans le groupe-là aussi. Donc j'ai une charge administrative de plus, voilà, parce que c'est moi qui m'occupe de gérer tous les transports, tous les hébergements et tous les contacts avec les salles pour gérer la backline sur place, etc. En tant que side, de la part d'autres sides qui travaillent avec moi, les petites remarques toutes bêtes du genre le repas il était pas à bouffe, je préfère quand même quand il y a un run qui vient nous chercher à la gare parce que prendre le bus c'est chiant. Tous ces petits trucs là, c'est pas des petits trucs, voilà, et on peut pas simplement se cacher derrière le fait que oui mais je sais que c'est pas la faute de la leadereuse, mais
et je le dis pas contre cette personne-là. Au final, c'est d'une manière ou d'une autre, ce sera toujours dirigé contre cette personne-là. Ne pas prendre personnellement ces choses-là. Parce que justement, quand on est leadereuse, on travaille avec des gens et on a envie de les mettre bien. C'est con, mais on a envie de les mettre bien. Et quand on reçoit ce genre de commentaires, on a l'impression qu'on a merdé quelque part. C'est con, mais gardez ces trucs-là pour vous. C'est ce que je disais tout à l'heure. À partir du moment où on est dans le train, en présence de la personne qui gère le projet, ces petits problèmes perso, on les garde pour soi. Pour vous, faire un aller-retour avec 9 heures de train aller, 9 heures de train retour, ça vous paraît pas faisable ou ça ne vous va pas, faut savoir mettre ses barrières très vite et avant. Une fois que la tournée elle a commencé, une fois qu'on va au concert, c'est terminé. Si vous aviez des trucs à dire, faut le dire avant. Et pour moi, ça c'est hyper important. Ça fait aussi partie du boulot de SAIC d'être poker face en fait. Même si vous êtes pas bien à l'intérieur, qu'il y a des trucs qui vous saoulent, poker face parce que c'est certainement encore plus désagréable pour la personne qui gère le projet que pour vous. Et puis, il y a un autre pan essentiel dans la vie de certains musiciens et musiciennes, l'enseignement. Je vous partage quelques réflexions à ce propos. La charge administrative, elle est même pas à 2% de ce qu'on fait quand on travaille dans des projets, pour moi. J'inclus pas la préparation des cours, parce que pour moi, c'est pas vraiment du travail administratif en soi. C'est du travail de pédagogie. C'est complètement différent. La sensation qu'on a, quand on fait un concert, on a un sentiment d'accomplissement parfois parce que on a donné quelque chose aux gens. On est dans le partage, on leur donne quelque chose et le public va nous rendre quelque chose aussi, à travers son sourire, sa joie et ce que le public aura ressenti de ce qu'on lui aura proposé. Et quand on donne d'un cours, dans un face-à-face pédagogique, on est seul à seul. Ce qu'on transmet, on le voit tout de suite. Et on le voit tout de suite de manière concrète. Parce que on a un ou une élève qui va recevoir quelque chose qu'on lui propose, en faire quelque chose, se le réapproprier, le travailler, et proposer quelque chose en retour de concret et de beaucoup plus quantifiable. Voilà. Il n'y a pas que de l'émotionnel, il y a aussi vraiment une avancée sur l'instrument, une avancée dans la perception de la musique, tout ça. Donc ça me nourrit, moi, de manière complètement différente. Et ça me fait vachement de bien, en fait. Si je reviens d'une semaine de tournée, que je rentre le dimanche à 21h et que le lendemain je dois donner mes cours à l'EJMA, que je commence par des privés le matin à 10h et qu'après je dois enchaîner à l'EJMA jusqu'à 20h, oh non, j'ai pas eu de week-end. En fait, je vois vraiment presque ça comme un week-end, parce que ça me sort complètement de mon quotidien de musicienne concertiste, on va dire. Là, j'enfile une autre veste qui est celle de musicienne pédagogue et mon rapport à la musique est complètement différent quand je fais ça. Et ça me fait un bien fou. Et je pense que je vivrais beaucoup moins bien mes tournées si j'avais pas l'enseignement à côté, paradoxalement. Ça me donne énormément d'énergie de faire ça. Ça me ramène à une vision beaucoup plus terre à terre de certaines choses dans la musique. Ça me ramène à moi, ma manière de travailler mon instrument. Ça me ramène à mon intimité avec la musique, plus que les concerts au final. Donc c'est quelque chose qui est hyper important pour moi. Je pourrais pas faire que de l'enseignement. Il me manquerait la scène, ça c'est sûr. Mais je pense que j'aurais du mal à faire que de la scène. Je crois que j'ai vraiment besoin d'avoir les deux. Et que j'espère continuer à faire ça toute ma vie. Et à pas devenir une prof conne qui dit toujours la même chose. Alors ça évolue. Cette année, je vais avoir 20 élèves. J'ai jamais eu autant d'élèves sur 2 jours. Donc ça va, sur 2 jours, c'est beaucoup. J'ai jamais eu autant. Quand j'ai démarré, j'avais juste un jour d'enseignement. Et puis là, je fais en sorte que ça reste sur 2 jours. Ça va être comme ça, 2 jours vraiment intenses d'enseignement, en mode un peu bulle, en enseignement individuel. Mais c'est super riche, j'aime beaucoup. Pour certaines instrumentistes, il n'y a tout simplement pas de demande pour leur instrument. Et donc, ils ne peuvent pas l'enseigner. C'est le cas de Lenny. Il est vibraphoniste, mais comme son instrument n'est pas recherché, il n'a pas l'occasion de l'enseigner. À la place, il donne des cours de percussion, un domaine dans lequel il est aussi formé. Quelques élèves encore une fois, le vibraphone n'amène pas beaucoup d'élèves, mais j'ai des élèves en percussion traditionnelle, afro plutôt, congas, bongo, cajon, des choses comme ça. Et je donne des ateliers maintenant collectifs de percus. C'est plutôt porté afro parce que moi je suis vraiment plutôt spécialisé dans les musiques issues d'Afrique, donc c'est assez large. Le dernier point que nous abordons dans cet épisode, avant de nous quitter, c'est la parentalité, avec l'expérience de nos invités Lenny et Jocelyne.
Sinon, j'ai un autre travail à plein temps, c'est papa d'une petite fille. Donc ça, c'est un travail à plein temps. Mais c'est, elle a 14 mois. Avoir des enfants, c'est une grande étape qui, certes, amène énormément de bonheur, mais qui demande aussi de faire des sacrifices. Oui, il y a des sacrifices à faire, ouais, bien sûr. Je dirais que les sacrifices, ils se sont faits un peu naturellement sur la pratique, sur le temps de pratique de l'instrument. Parce que, après, ça dépend des tempéraments. Il y en a qui, je pense, auraient fait des sacrifices ailleurs. Ouais, quand t'as la casquette de leader et quand t'as envie que ton projet il fonctionne et que tu as un peu compris comment ça marchait, tu sais que dans l'absolu, même sans enfant, tu passes 2/3 voire 3/4 de ton temps derrière l'ordi ou derrière le téléphone pour démarcher. Et du coup, les temps de travail de l'instrument se sont un peu réduits, même des fois drastiquement réduits. Ouais. Voilà. Mais par contre, ça m'a pas fait, il n'y a pas eu de frein parce que j'ai continué à développer des projets, à avoir des nouvelles choses qui arrivaient. Donc, et j'ai senti, par ailleurs, c'est un peu fleur bleue, j'allais dire, pas vraiment, mais j'ai senti surtout un apport en amour dans ta vie, dans ton cœur, qui est juste... Il y a bien entendu des sacrifices du côté de Lénie, mais qu'en est-il du côté de sa conjointe ? Mais après, elle a quand même un espèce de... Elle a peut-être pas fait... Si, elle a fait des sacrifices, bien entendu. Et elle a certainement fait des sacrifices aussi dans le bon sens, dans le sens où elle s'est dit que pour moi c'était... pour mon métier en tant qu'indépendant en plus, ce serait difficile de freiner énormément. Et puis elle comprend vraiment c'est quoi l'emploi du temps totalement éclaté au sol d'un musicien. Et elle accepte ça beaucoup. Donc j'ai beaucoup de chance. Durant une pause, Jocelyne m'a parlé d'une exposition de la FGMC, donc la Fédération Genevoise des Musiques de Création, sur la parentalité. Elle m'explique qu'elle y a participé. Je lui ai donc demandé si elle avait des enfants. Non, j'ai pas d'enfants. Ok. Ça n'a pas été un choix de départ. La vie est bien faite, je dirais. Je pense que ça aurait été différent si j'étais née plus tard. Mais j'étais d'une génération où, en fait, faire des enfants, c'était un peu obligé. Enfin, pas obligé, mais ça faisait comment dire, t'avais une vie épanouie et complète, seulement si tu passais par la case maternité, en fait. Sinon, si tu veux, je me suis pas posée à 20 ans, je veux pas d'enfant. Non, au contraire, j'en voulais, mais ça me faisait très peur. Puis, voilà. Donc, c'était... Et puis, j'ai avorté, en fait. Et du coup, aujourd'hui, je suis marâtre. Je le dis avec bonheur et beaucoup de lumière dans les yeux. Je suis la belle-mère d'un ado de 12 ans que j'adore. Et c'est super, j'ai ce lien avec lui, puis qui est autre, qui est pas du tout... C'est pas maternel, c'est autre chose. Et c'est très enrichissant. Et voilà. Et puis on a enchaîné en se disant que c'était très important ce genre d'exposition pour montrer aux musiciens et musiciennes que la parentalité est possible même avec notre métier. Bien sûr, c'est possible. C'est vrai que c'est important d'en parler. Pour cette expo, moi, ils m'ont demandé de poser, puis je me sentais pas du tout concernée. C'était drôle. Puis elle me disait, mais oui, mais en tant que belle-mère, en fait. Puis c'est oui, en fait, effectivement. Et puis c'est important de mettre cet aspect-là en avant, parce que c'est tout à fait possible. Par contre, ça demande, déjà que le métier lui-même demande énormément d'organisation, en fait, d'être en famille, ça demande encore plus d'organisation. Et parfois aussi de moyens pour la garde, enfin, parce que ça rentre pas du tout dans les horaires de garderie. Puis en fait, si t'es en tournée, la garderie, tu t'en fiches. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de... Je pense que c'est important de plus en plus visibiliser les jeunes parents ou les anciens parents, enfin de voir comment vous avez fait, enfin comment certains ont fait, comment certaines ont fait, puis de se donner aussi, de se transmettre aussi des conseils, enfin au même titre que pour que booker des concerts ou enregistrer un disque, enfin de se donner aussi des conseils sur cet aspect-là. Mais c'est vrai que il y a beaucoup de... Je connais aussi beaucoup de musiciens qui ont... simplement, il y a un moment donné, tu peux plus vivoter avec des enfants. Enfin, c'est possible, mais certains ne veulent pas le faire. C'est sur le sujet de la parentalité que nous nous quittons pour aujourd'hui, et j'espère vous revoir dans le prochain épisode. Ce podcast a été produit par Sandrina Rakotosa-Fiminaï pour la MEF, l'association des musiciennes étudiantes du Flon. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram,
@asso_amef. Un grand merci à Jocelyne Rodassigua, Chloé Marcini et Lénie Torgue pour le partage de leur expérience.